D'abord, cet accident mortel dans la région de Sédhiou, une camionnette en partance vers Kolda a heurté une moto Jakarta qui avait à son bord deux personnes. Tous les deux sont décédés sur le coup. Les corps sans vie sont actuellement à l'hôpital, à la morgue de l'hôpital régional de Kolda. Pathé Diagne n'est plus. Le linguiste, éditeur et économiste est décédé ce matin à l'âge de 89 ans. Pathé Diagne était un militant engagé des langues nationales, notamment aux côtés de ses compagnons Cheikh Anta Diop et Ousmane Sembène. Le rappel à Dieu d'Amath Dansoko, cela fait 4 ans aujourd'hui. L'ancien ministre, ancien député, ancien maire de Kédougou est décédé le 23 août 2019 à l'âge de 82 ans. Amath Dansoko, figure majeure de la vie politique sénégalaise pendant plusieurs décennies, était le secrétaire général du PIT. RFM, la radio de toute l'actualité. Aucune baisse du prix de l'oignon n'est encore constatée sur le marché et cela malgré les milliers de tonnes importées. Le produit coûte toujours cher. Au marché Castor par exemple, le kilogramme de l'oignon est toujours vendu à 1000 francs CFA. Reportage de Seydina Bilal Nyang. Le kilogramme de l'oignon connaît une nette baisse selon Abdoulaye Diop, vendeur détaillant, trouvé à l'intérieur de sa boutique. Pour l'oignon d'Égypte, le kilogramme est vendu à 800 francs. L'autre est vendu à 1000 francs le kilo. On constate une baisse sur le prix de l'oignon ces temps-ci et on obtient du bénéfice petit à petit. Non loin de là, Louise Sarr, venue acheter des légumes, sachets de provisions à la main, nous fait savoir le prix d'acquisition de son kilogramme d'oignon. À 1000 francs. 1000 francs le kilo. Ces temps-ci, on sait pourquoi, mais tout est devenu cher. Mais il faut que l'État aide les gens, parce que par rapport au ministre, il avait informé qu'il y avait de l'oignon qui est au port, mais jusqu'à présent, le prix n'est pas encore baissé. Devant la boutique d'Ismaïla, un camion garé juste à côté. Des manœuvres déchargent des sacs d'oignons. Ce vendeur détaillant explique les différents prix sur le marché. On constate que l'oignon est devenu un peu abordable pour les clients, le prix et l'arrivage de l'oignon aussi. Parce que maintenant, il n'y a plus de rupture et les prix sont abordables pour les chefs de famille aussi. Parce que l'oignon qui nous provient de l'Égypte, ça coûte 800 et l'oignon qui nous vient des Pays-Bas aussi, ça nous coûte 1000 francs à 900 comme ça. Ces mères de famille dénoncent la cherté de tous les légumes. La question de la souveraineté alimentaire, toujours au centre des débats, les boulangers ont encore demandé l'intégration des céréales locales dans la planification et les agriculteurs l'amélioration de la gestion et de la gouvernance foncière, mais également la facilitation de l'accès au financement. C'était lors d'un atelier d'information et de sensibilisation des parlementaires sur les réformes contribuant à la souveraineté alimentaire qui s'est tenu à Saly, Portugal. Pour ces organisations, atteindre la souveraineté alimentaire nécessite des réformes. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal, depuis quelques années, demande l'incorporation des céréales locales dans la planification. La loi est votée depuis 2004, mais son application fait défaut. Nazirou Sall, président du CNCR, Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Comment arriver à appliquer le premier article de cette loi, qui n'est rien d'autre que l'institutionnalisation de la concertation avec les acteurs. On pense que c'est un élément déterminant, important, pour aider à reconnaître autant des acteurs, mais au-delà de ça, arriver à des moments de bilan annuel et des feuilles de route, effectivement, concertées entre l'ensemble des acteurs. Les parlementaires conviés à cet atelier s'engagent à porter le plaidoyer au sein de l'hémicycle. Ibrahima Babassal, premier vice-président à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement puisse quand même procéder à l'application de ces décrets. Il faudrait quand il adopte ces décrets, que les gens aillent vers l'essentiel. Au-delà de cette problématique, il y a aussi la question foncière et l'accessibilité du financement dans le secteur de l'agriculture. Des problématiques à prendre très au sérieux, selon Nazirou Sall. Force est de reconnaître que les exploitations familiales sénégalaises qui nourrissent ce pays auront besoin effectivement des formes plus accessibles et une façon plus souple en termes de financement. L'ensemble des décisions prises vont être soumises au gouvernement au sortir de cet atelier et ces organisations disent espérer une réaction favorable. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Pour une autonomisation économique des femmes rescapées du tram de Bettenty, le ministère de la Femme et de la Famille leur a remis en lot de matériel pour mieux dérouler leurs activités qui tournent autour de la pêche des fruits de mer.
Aminata Goudiaby. Maïsen, la quarantaine, est l'une des rescapées du tragique accident maritime qui avait emporté 21 femmes de Betenti. Elle prend ici la parole pour magnifier le geste du ministère de la Femme et de la Famille. Des équipements d'une valeur de 20 millions de francs CFA ont été remis aux femmes rescapées du naufrage de 2017. Soussouma Reba, directrice des organisations féminines et de l'entrepreneuriat féminin. Il y avait le traumatisme de la mère qui était toujours là et elle voulait se reconvertir. Donc elles ont fait toute une demande de matériel composé de congélateurs, de tables de séchage, de bacs exothermes pour la conservation. Elles voulaient leur autonomisation et aussi avoir des produits compétitifs au niveau du marché national. Une soixantaine d'enfants ont été déclarés pupilles de la nation après le drame. Ils bénéficient aujourd'hui d'un suivi correct de la part de l'État, selon la directrice des organisations féminines et de l'entrepreneuriat féminin. Je les ai vus tout à l'heure. Enfin, on sait nettement que ces enfants sont très bien encadrés. Il y en a qui ont eu le bac cette année, il y en a qui ont eu le DFM, il y en a qui ont eu l'entrée en 6e. Donc vous voyez que vraiment à son apogée, l'encadrement est... Fali Diouf, chargé du suivi des rescapés et des pupilles de la nation dans le village de Betenti, confirme que les allocations sont payées régulièrement aux enfants, ce qui permet une bonne prise en charge des orphelins. Cet enfant qui est près de moi est le fils d'une rescapée. Il est né 2 jours après l'accident. Je peux vous assurer que tous les enfants des rescapés sont pris en charge. Ils perçoivent chaque trimestre 150 000 francs CFA. Le ministère de la Femme, au-delà des équipements remis aux femmes, s'engage à les accompagner en termes de financement et de formation. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Le maire de Thiès, Babacar Diop, en mode pêcheur à Saint-Louis, au quai de pêche de Guet-Ndar. Le candidat déclaré à la prochaine présidentielle s'est dit préoccupé par les difficultés que vivent les acteurs de la pêche de la vieille ville. Selon lui, 6 000 pêcheurs sont menacés par les accords de pêche et la malgouvernance. Il promet d'ailleurs de revoir ces accords s'il est élu. Babacar Diop au micro de Hussein Diop. Plus de 600 000 familles dépendent de la pêche. Aujourd'hui, cette pêche-là, elle est menacée. Elle est simplement menacée par la pêche industrielle, par les accords de pêche. Et je pense que le gouvernement du Sénégal doit revoir ces accords de pêche. Une fois élu président de la République, je me suis engagé auprès de ces populations à revoir ces accords de pêche, à corriger ces accords de pêche fondés sur l'inégalité aujourd'hui. Je pense au monde rural, je pense à ceux qui sont dans l'extrême précarité et comment aujourd'hui prendre en charge leurs questions est une préoccupation. Mais aussi, l'une des causes aussi de cette immigration clandestine, c'est la malgouvernance, simplement, cette malgouvernance endémique, cette politique de corruption qui corrompt nos institutions, cette basée sur l'accaparement des deniers. Midi 9 minutes à quelques jours du grand Magal de Touba, des personnes non encore identifiées ont saboté les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales dans la cité religieuse. Ce que les populations et les responsables de l'ONAS ont dénoncé, un acte qu'ils qualifient de barbare. Pape Mbaye Diao. À Touba, le système d'évacuation des eaux de pluie a été saboté. Des individus non encore identifiés ont sectionné les tuyaux en morceaux. Le responsable de l'ONAS dans la région dénonce et fait l'état des dégâts. Papa Mohamedou Lamine Samb. Sur une route vraiment essentielle qu'ONAS a pris en charge, puis ONAS a installé là-bas le dispositif de 1500 m3. Le constat était de fait, le dispositif marchait très bien, que les eaux ne stagnaient plus sur ce point. C'est ce dispositif qui a été saboté, qui a été entrecoupé sur une bonne partie du système. Les populations rencontrées condamnent avec la dernière énergie ces actes qu'elles qualifient de barbares et invitent les citoyens à dénoncer de tels comportements. Je suis choqué quand j'ai vu les images des tuyaux sectionnés. Ceux qui ont commis ces actes sont des délinquants. Depuis plusieurs mois, les autorités font tout pour aider les populations. Et ces gens veulent tout détruire. Les populations doivent revoir leur comportement. Il faut qu'elles arrêtent. On doit identifier ces gens et les arrêter. Sur ce, j'invite les populations à dénoncer de tels comportements. À Touba, au moment où les autorités municipales, étatiques, religieuses et autres bonnes volontés se donnent à fond pour lutter contre les inondations, des individus sabotent les tuyaux d'évacuation. Les populations invitent l'État à prendre ses responsabilités. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. La gestion des inondations à Fatick, les autorités administratives ont pris les devants et la situation est pour l'heure maîtrisée. Selon le gouverneur de la région, des dispositifs sont mis en place sur les sites les plus sensibles.
Seynabou Gueye à l'issue d'un comité régional de développement sur les inondations. Elle est au micro d'Aminata Goudiabi. On a déjà enregistré des quantités de pluie assez importantes qui avoisinent les 140 mm. Nous avons fait en sorte de gérer cette question-là et il était question de faire de la prévention en tenant compte des prévisions pluviométriques. On se rend compte qu'il est essentiel qu'à notre niveau qu'on puisse anticiper sur plusieurs dispositions. Et c'est ça qui a été fait par rapport au site actuel parce qu'entre-temps il y a eu des travaux, il y a eu aussi des changements sur certains sites et qui nécessitent non seulement une prise en compte réelle mais qui puissent nous permettre aujourd'hui de réajuster, de faire en sorte que la situation actuelle par rapport à ce que nous avons vécu, qu'on puisse avoir des mesures et des dispositions qui collent avec le milieu. Il est essentiel au niveau des différents départements que les préfets puissent tenir des réunions de leurs comités départementaux de gestion des inondations pour que la gestion puisse être beaucoup plus opérationnelle. À midi 12 minutes, santé avec le changement de statut de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Peut-il régler définitivement les ruptures de médicaments? Pas totalement, selon les acteurs qui pensent que l'État doit mettre en place des politiques qui assurent une souveraineté pharmaceutique nationale et accompagner la PNA pour assurer une disponibilité des médicaments. Prétexte de ce dossier de Awambaye, les propos du ministre de la Santé hier lors de la réunion du comité interne de suivi du PNDS 2019-2029. Elle ne veut plus entendre parler de rupture de médicaments. Éviter les ruptures de médicaments de plus d'un mois, le ministre de la Santé et de l'Action sociale invite la CNPNA, la pharmacie nationale d'approvisionnement, à régler ce problème une bonne fois pour toutes. Mais le changement de statut ne peut pas être la seule solution, selon le docteur Pape Biram Ndiaye, ancien directeur de la PNA. La voie royale, selon lui, c'est la souveraineté pharmaceutique. Ce n'est pas avec le changement de statut quand même qu'on pourra régler cette question. Alors, parce que la souveraineté effectivement pharmaceutique englobe les questions de rupture de médicaments. Bon, or, la PNA n'est qu'un pan, disons, n'est qu'une partie, disons, du secteur pharmaceutique et qui s'occupe de la distribution, mais dans le domaine du public. Mais je pense que c'est au niveau de la production et non pas au niveau de la distribution qu'il faudra voir, disons, la solution de rupture de médicaments. Le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, le docteur Ahmed Niang, lui aussi pense qu'il faut une bonne production locale en médicaments pour assurer la demande. Il faut aller plus loin, parce que la souveraineté ne tient pas compte vraiment d'un changement de statut. La souveraineté tient compte vraiment d'une réelle volonté politique pour aller dans le sens quand même de la production et assurer quand même une production locale et en charge des besoins locaux. Ça, c'est important. Et je pense que l'Afrique aussi doit sortir de cette emprise qui en fait, expose davantage les populations. Parce que qui parle d'importation, parle de délai de réception. Donc, c'est tout un arsenal de dispositions qui tiennent compte notamment de cette réalité, de cette contrainte d'importation. C'est vrai, le changement de statut de la PNA a plusieurs avantages et l'État doit aussi l'accompagner financièrement, selon le docteur Pape Biram Ndiaye. Son changement de statut lui permettra, peut-être dans le domaine de l'acquisition des médicaments, d'être beaucoup plus flexible avec les appels d'offres qui étaient organisés, qui prenaient du temps, etc., etc. Accompagné financièrement avec les gratuités qui sont faites, les différents programmes de gratuité, mais qui sont difficilement remboursables par l'État. Des fois, c'est des dizaines de milliards, n'est-ce pas, que l'État doit à la PNA par an. Les ruptures de médicaments ont fait récurrent au Sénégal et elles constituent une menace à la santé des populations. RFM, partout, tout le temps. À Kolda, ils se font appeler les frustrés de l'Alliance pour la République et ont mis en place un collectif qui porte le même nom. Ces membres de Benno Bokk Yakaar, qui sont très remontés contre le président Macky Sall, promettent de mener une campagne de démobilisation à l'encontre du futur candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024. Abdoulaye Diallo.
Des membres de la mouvance présidentielle ont tenu une réunion à l'issue de laquelle ils ont mis en place un collectif qu'ils ont intitulé les frustrés de l'APR. Ces affairistes disent leur amertume. Mamadou Malade Diallo, premier mandataire de la coalition Macky 2012 et premier mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar chargé des élections. Ici à Kolda, je suis aujourd'hui le coordinateur national des marginalisés et des frustrés de l'APR. C'est que nous avons accompagné le président Macky Sall pendant les moments les plus difficiles de sa course à la présidentielle. Nous avons tout donné pour qu'il accède au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons été humiliés, oubliés, marginalisés pendant 12 ans. Ça fait 12 ans de frustration. Si aujourd'hui il faut choisir un candidat parmi ces gens et que nous devons soutenir, je pense que c'est une impossibilité. Ces militants politiques promettent de mener une campagne de démobilisation à l'encontre de celui qui sera désigné pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Notre mot est de sanctionner et de faire sanctionner le choix de Benno Bokk Yakaar. Nous comptons sillonner le territoire pour que l'ensemble des militants de l'APR qui ont été oubliés pendant ces 12 années, qu'ils gardent leur dignité et qu'ils disent non au choix de Benno Bokk Yakaar. Présent sur l'étendue du territoire, disent-ils, leur collectif regroupe plusieurs responsables politiques. Il y a des anciens maires, même des anciens députés. Il y a beaucoup de responsables qui ont été dans les premières coordinations de la coalition Macky 2012. Nous sommes aujourd'hui présents dans l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Nous avons tenu notre grande assemblée générale le 15 août passé. À les en croire, ils n'excluent pas leur alliance avec l'opposition. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM. L'actualité internationale. À midi 18 minutes, nous accueillons Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Georges, bonjour à tous. D'abord la crise au Niger. Le ministre algérien des Affaires étrangères entame aujourd'hui une tournée en Afrique de l'Ouest. Ahmed Attaf doit se rendre au Nigeria, au Bénin et au Ghana. Selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, il s'agit d'engager, je cite, des concertations sur la crise au Niger et les moyens de la prendre en charge à travers la contribution à une solution politique pour éviter à ce pays et à la région les retombées d'une éventuelle escalade de la situation. Fin de citation. Le Niger toujours et les inquiétudes sur l'approvisionnement de l'aide humanitaire. Les ONG ont du mal à acheminer dans le pays les conteneurs de denrées alimentaires et de matériel médical. La situation s'est compliquée avec la fermeture des frontières par certains pays voisins membres de la CEDEAO, mais aussi la suspension du trafic aérien à Niamey. On fait le point avec Nafissatou Silla. Une situation qui risque de coûter des vies, une conviction du directeur d'action contre la faim au Niger, Gregor Robak-Wers. D'ailleurs, cette alerte est lancée par toutes les grandes ONG humanitaires engagées auprès des populations les plus vulnérables du Niger avec ses 25 millions d'habitants. Situation favorisée par la décision de la CEDEAO de fermer les frontières de ses membres, notamment celles du Bénin et du Nigeria. Conséquence, l'aide ne passe pas. Aussi, la suspension du trafic aérien à Niamey s'ajoute au blocage. L'UNICEF, pour sa part, s'est alarmé dans un communiqué publié ce lundi de voir 50 de ces conteneurs d'aliments thérapeutiques d'urgence, de vaccins et autres matériels indispensables au maintien de la chaîne du froid pour des médicaments et des denrées bloqués. 2 sont retenus à la frontière béninoise et 29 autres, dont l'arrivée est prévue dans les prochaines heures au port de Cotonou, vont s'ajouter aux 19 déjà en attente d'être acheminés vers les 2 millions d'enfants du Niger de moins de 5 ans souffrant de malnutrition. Parmi eux, près de 500 000 sont en sursis, atteints de sa forme la plus grave. Au même moment, les fonctionnaires s'inquiètent à leur tour. Les sanctions économiques commencent à avoir des effets sérieux. Les fonctionnaires nigériens craignent pour leur salaire. Le mois dernier, 70 000 enseignants contractuels n'ont pas été payés. Une crainte d'autant plus grande que ce mois-ci, les recettes intérieures du Niger sont très faibles avec la fermeture des frontières. Les revenus douaniers sont proches de zéro et les impôts et taxes restent insuffisants pour couvrir les salaires.
Ce mercredi, Anna, c'est aussi jour d'élection au Zimbabwe. 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections présidentielles, législatives et locales. Ils sont 11 candidats pour la course à la présidence, dont le président sortant, candidat à sa propre succession, donc Emmerson Mnangagwa, et le chef de l'opposition Nelson Chamisa. Un scrutin qui se déroule dans un climat plutôt tendu et de répression. Khadija Anne. Les élections présidentielles s'apparentent à un match retour entre les deux principaux candidats. Ceux-ci s'étaient déjà opposés en 2018 lors des premières élections sans Robert Mugabe, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans. Le sortant Emmerson Mnangagwa du parti au pouvoir ZANU-PF n'a pas proposé de programme électoral. Il affirme que le bilan de son parti est suffisant. Celui-ci est axé sur les infrastructures comme la construction d'écoles, d'autoroutes et de ponts. Autant de preuves que le président tient ses promesses, estime ses partisans. Mais des soupçons de corruption et entaché l'image de ses projets nationaux, poussant également les États-Unis à frapper le Zimbabwe de sanctions. Celles-ci sont pointées par le président sortant Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile, pour expliquer l'origine des difficultés économiques du pays. Quant à Nelson Chamisa, son rival qui avait déjà perdu de justesse en 2018, il a lancé son programme 2 semaines avant les élections. Certains lui reprochent un manque de vision. Son parti, la Coalition des citoyens pour le changement, ou la CCC, dénonce des intimidations et l'interdiction de ses meetings de la part des autorités. Le 3 août dernier, un militant de la CCC a été lapidé à mort par des partisans présumés de la ZANU-PF. Le président est élu à la majorité absolue. Un second tour n'est organisé que si aucun candidat ne remporte 50% des voix plus une. À la guerre russo-ukrainienne, 270 000 tonnes de céréales détruites en un mois. Des céréales détruites suite au bombardement de ports ukrainiens. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le ministre ukrainien des infrastructures. Il dénonce également des frappes contre les pays d'Afrique et d'Asie qui manquent déjà de nourriture. Ces bombardements russes ont commencé après que la Russie ait sorti en juillet un accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter sa production agricole essentielle à la sécurité alimentaire mondiale. Georges. Merci Anna Rocha. Aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Aux environs de 12h35, point de vue qui finalement change. Nous allons parler de la problématique des inondations. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Georges Détidjo. Beach Soccer pour démarrer cette page des sports. Et nous parlons de la Coupe du Sénégal de football de plage. C'est la nouvelle trouvaille de la Fédération sénégalaise de football qui a procédé hier au tirage au sort de la première édition. Selon les acteurs, cette initiative reste une plus-value pour la discipline. C'est une première dans l'histoire du beach soccer sénégalais, l'organisation de la Coupe du Sénégal, une compétition qui vient à son heure, selon le manager général de l'équipe nationale de beach soccer, Ibrahima Ndiaye. On va en profiter. Il y a le championnat qui est là et éventuellement aussi les tournois auxquels nous allons participer. Je crois que quand même on aura le ratio qu'il faut pour mettre nos joueurs vraiment dans de très bonnes conditions de préparation. Mohamed Samb, vice-président de la commission du football spécifique assurant l'intérim du président Omar Gueye Ndiaye, s'en félicite également et pense qu'en plus du championnat, cette Coupe du Sénégal sera d'un grand apport au staff technique de l'équipe nationale. Qui coïncide avec cette année, avec l'année de la Coupe du Monde et permettra sûrement aux joueurs d'avoir plus de matchs dans les jambes, mais surtout permettre aux techniciens d'avoir l'opportunité de voir davantage de joueurs susceptibles de renforcer cette équipe nationale du beach soccer qui vise cette année de jouer au moins la finale de la Coupe du Monde de beach soccer. Ce qui pousse Ibrahima Ndiaye à dire que ce sera en plus pour rehausser le niveau de la discipline. J'espère bien que le sélectionneur national et son staff vont bien regarder ces matchs et éventuellement voir vraiment certains éléments qui peuvent intégrer l'équipe nationale. Intégrer l'équipe nationale ne veut pas dire que donc on est titulaire à partir entière de cette équipe-là. On élève encore davantage le niveau de notre beach soccer parce qu'on s'est rendu compte à travers nos compétitions internationales qu'il faut être vraiment prêt
sur le plan physique et sur le plan tactique, sur le plan technique. La Coupe du Sénégal va démarrer le 13 septembre avec le tour préliminaire et le championnat tend vers sa deuxième journée ce week-end. Merci. La commune de Guédé-Village, située dans le département de Podor, réclame des infrastructures sportives. L'appel a été fait par le maire lors de la finale de son tournoi. Son nom, Oumar Bababa. Il est au micro de Mamadou Diagne. En effet, la finale de la Coupe du Maire édition 2022 de notre commune de Guédé-Village a été jouée. Elle a été remportée par l'équipe de Guédé-Village contre celle de Ouromadio. Ce fut une très belle fête de la jeunesse, du sport et de la culture de tout le département de Podor. En effet, comme doléance majeure, nous demandons, nous prions à l'État de nous aider à construire 1 à 3 stades dans les différentes zones de cette large commune. Comme vous le savez, c'est la plus étendue de la région de Saint-Louis, la troisième la plus peuplée de cette région, après Saint-Louis commune et Richard-Toll commune. Donc nous lançons un appel à travers vos ondes au président, son Excellence M. Macky Sall, et au ministre des Sports, M. Amadou Ba, Premier ministre également, afin que l'année prochaine, l'édition 2023 de cette coupe, de cet événement majeur, puisse se jouer dans un stade digne de ce nom. Voilà, et nous changeons de discipline pour parler de basketball avec le programme ce mercredi des 8e de finale garçon de la Coupe du Maire de Dakar. Le stadium Marius-Ndiaye à 15h, AS Bob contre Union Parcelles Asseni, Union Sportive Parcelles Asseni. Pour ce qui concerne le 6e tour des playdowns, c'est le championnat en messieurs à 16h45. Asfa contre ASC Thiès à 18h30 sera suivi du match entre Mermoz et U4 Sporting Club. 5e tour playdown garçon au stade La Dior de Thiès cette fois-ci à 17h ce soir. Notez cette rencontre devant mettre prise Union Sportive de Rail à Sibac. Toujours en basket, mais cette fois-ci nous parlons du congrès de FIBA, le président de la Fédération sénégalaise de basketball qui participe au 22e congrès qui se tient à Manille aux Philippines à compter de ce jour. À l'issue de ce congrès, un nouveau président et un nouveau bureau central seront élus pour la période 2023-2027. Plus de 160 fédérations à travers le monde devraient assister donc à ce congrès. Durant toujours ce congrès, il sera aussi procédé également lors de la cérémonie de remise des prix de la FIBA reconnaissant les fédérations nationales qui ont fait un bon travail durant la période 2019-2022. Merci cher Tidiane Diagne. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Les déballages sur les réseaux sociaux, l'on en parle, nul n'est à l'abri d'honnêtes citoyens calomniés, diffamés, insultés par des parents proches ou par de simples inconnus. Où sont passées les valeurs qui caractérisent l'homo sénégalensis? Pourquoi en est-on arrivé à cette situation? Est-ce possible pour l'État de censurer ou réguler? La vie privée exposée sur les réseaux sociaux, sauf que c'est celle de l'autre. Le proche, le parent, la personnalité publique. Des déballages sur d'honnêtes citoyens sur l'espace public. D'abord, comment les Sénégalais appréhendent-ils le monde de l'Internet? Hamidou Ba est socio-anthropologue. Un monde qui paraît n'avoir aucune règle si on voit comment les choses se passent. Un monde qui donne l'impression de n'être sous le contrôle de personne par le biais des médias sociaux. Tout semble possible dès que l'internaute est connecté. L'internaute connecté peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Mais pourtant, ce monde sans frontières n'est pas si libre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens pensent faire tout ce qu'ils veulent. Ils pensent que tout est possible parce que juste ils sont dans l'anonymat. Pourquoi la société en arrive-t-elle là? Essayons toujours de comprendre avec le socio-anthropologue. Ce déballage va s'expliquer par un certain nombre d'hypothèses. La première hypothèse, c'est quoi? C'est que les individus se forgent une représentation de la répartition et du succès des opinions au sein de leur environnement social. On n'arrête pas la mer avec ses bras pour dire que c'est presque impossible pour l'État ici au Sénégal de censurer. Réguler peut-être, mais difficilement. Abdoulaye Ly est ingénieur, informaticien. Malheureusement pour la censure, ça sera un peu compliqué parce que techniquement, ça sera très très difficile pour l'État du Sénégal. Parce que quand on parle de réseaux sociaux, on parle d'applications donc développées ailleurs par d'autres personnes. Mais réguler, c'est-à-dire à l'intérieur de l'application, censurer, c'est-à-dire sélectionner des mots, des tags et autres, parce qu'on ne peut pas censurer quelque chose que l'on ne possède pas. C'est détecter et supprimer rapidement les messages offensants. Mais on peut aussi réprimer, autrement, renforcer le dispositif de la cybercriminalité pour sanctionner, faire la police, mais avant, sensibiliser. RFM, presque jour.
La presse du jour avec Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour. À la une délégation de Yewwi Askan Wi reçue hier par Serigne Mountakha Mbacké. Yewwi Askan Wi a toqué hier à la porte du Khalife. Les minutes de ce tête-à-tête entre Serigne Mountakha et les leaders de Yewwi Askan Wi, Aïda Mbodj, Habib Sy et compagnie. Le témoin qui en fait son événement du jour dès sa page de garde, bien sûr, soutient que le saint homme a promis de s'investir pour obtenir la libération d'Ousmane Sonko. Il a précisé toutefois n'être pas en mesure de faire des injonctions au chef de l'État, tout en lui envoyant des dates. Il a demandé au leader de ex-Pastef de cesser sa grève de la faim. Le quotidien constate lui aussi que le guide religieux offre des dates à Ousmane pour permettre à l'opposant de mettre fin à sa diète. Le journal Tribune, sur la base de ce constat, part en extrapolation et de se demander si Sonko exauce le vœu du Khalife, eh bien Macky Sall en fera de même. Le journal qui s'engage toujours sur la voie de l'opinion de conclure par un titre commentaire: le président Sall mis devant ses responsabilités. Le journal L'Observateur constate pour sa part que le khalife général des Mourides n'est pas initiateur de l'affaire des dates. Ce sont les membres de la délégation de Yewwi Askan Wi qui ont imploré un geste pour convaincre Ousmane Sonko d'arrêter sa diète. C'est là que l'idée des dates ou de l'eau minérale a été évoquée par un des responsables. Ils ont même demandé à filmer l'offre de date pour montrer la vidéo à Ousmane Sonko. Le khalife accède ainsi à la demande et c'est Maïmouna Bousso elle-même qui a filmé la séquence avec son téléphone avant de prendre congé de leur hôte. Aïda Mbodj, Habib Sy et compagnie ont invité le khalife général des Mourides à faire de sorte que les autorités judiciaires leur permettent de rendre visite à Ousmane Sonko à leur retour à Dakar pour lui délivrer le message. L'État du Sénégal est-il toujours en état de droit? Un groupe d'intellectuels doute, vous le savez, et le fait savoir au régime en place à travers une pétition et demandant aussi dans la foulée la libération d'Ousmane Sonko. Eh bien, à ces intellectuels, dont le professeur Serigne Diop, le ministre porte-parole du gouvernement, apporte la réplique. Vox Populi en fait la synthèse. Abdou Karim Fofana dénonce l'inertie des pétitionnaires au moment des manifestations et des actes de vandalisme constatés au Sénégal, où se situait leur indignation à géométrie variable lorsque l'université brûlait, lorsque Dakar prenait feu. C'est la pétition des principes oubliés, dit encore Abdou Karim Fofana. Sur le même ton, le forum du justiciable fait la leçon au professeur Serigne Diop, un des signataires, tout comme Maïssa Mahekor Youf de l'APR, qui dans une tribune intitulée Quand l'inconscience et la mauvaise foi l'emportent, professeur Serigne Diop et compagnie, eh bien, il dénonce à travers donc cette tribune le parti pris manifeste de ces intellectuels. Dans le journal L'Info, la riposte se fait muscler avec la sortie du professeur Mouniroussi de l'APR lui aussi, de la majorité présidentielle lui aussi, qui écrit que n'ayant plus de fonds de commerce pour exister politiquement ou intellectuellement, certains ont troqué leur doge d'universitaire en échange d'une camisole d'opposant politique pour parler de saison sèche de la démocratie sénégalaise. Titre de l'As, le palais gronde. Le maire des Parcelles Assainies devant les enquêteurs hier, Yamil Sané, a été extrait de prison pour être auditionné par la section de recherche de la gendarmerie avant d'être reconduit à Rebeuss, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État du Sénégal et de soutien au terrorisme. Il est sous mandat de dépôt depuis bientôt un mois. Yacine Diagne, la coordinatrice de Jeunesse Patriotique de Grand Dakar, conduite elle aussi dans les locaux de la gendarmerie de Faidherbe pour enquête. Elle est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État et de terrorisme elle aussi. Les mêmes charges sont retenues contre 24 autres jeunes de Guédiawaye. Quant à Cheikh Bara Ndiaye, il reste en prison. L'ordonnance de mise en liberté est décidée par le juge, infirmée par la chambre d'accusation après l'appel du procureur de la République. Libé note que Cheikh Bara est toujours en réanimation et refuse tout soin. Et puis sport en première page du journal Rewmi Quotidien, AFC Champions League Al Nassr de Mané qualifié au bout du souffle contre le Shabab Al-Ahli. Al-Arabi SC d'Abou Diallo éliminé en barrage. Dans le journal Record, ça grouille dans l'entrejeu des Lions. Les cadres seront-ils bousculés? En tout cas, le confrère nous dit que les jeunes attendent de pied ferme qu'on leur ouvre la tanière. Ce sont de jeunes loups aux dents longues. Dans le journal Sunu Lamb, Ama Baldé ne cravache plus. En 10 ans, il n'a réalisé que 6 combats. 5 ans sur la touche, donc invaincu. Toutefois, depuis 11 ans, on verra bien. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
À midi 35 minutes, nous parlons de la problématique des inondations avec les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale Dakar, mais également sur d'autres localités de l'intérieur du pays. Certaines zones sont sous les eaux et certains axes également. Pour en parler, Abdou Samad Diouf, coordinateur de la plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations. Bonjour Abdou Samad. Bonjour Dédé, merci. Mehemen Pah. Jamsom, merci bien, Abdou Samad. Et Pape Bouba Badiane, vice-coordinateur du collectif Eau Inondation. Bonjour Pape Bouba. Oui, bonjour. Alors, je démarre avec vous, Abdou Samad Diouf. Vous vous intéressez à la problématique des inondations. Alors, vous qui vous intéressez à cette problématique, quel est le point après les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays ces derniers jours, le week-end notamment? Voilà, merci beaucoup, Dédé. Donc, la situation actuelle, d'après les informations qu'on a reçues récemment, on avait la visite partout au niveau de la région de Dakar. Mais pour le moment, il n'y a rien de grave qu'on nous a signalé. Parce que moi, j'ai fait pratiquement le département de Pikine et de Kermassar. Mais d'après les ouvrages, on a vu vraiment des améliorations par rapport à d'autres communes. Comme je prends l'exemple dans la commune de Diamaguène-Sikambao, il y a des projets qui sont en cours d'exécution qui n'est pas encore terminé. Mais quoi qu'on puisse dire, l'État a pris les dispositifs donc pour mettre des motopompes partout avec les acteurs. Et je pense que aussi à Kaolack, d'ailleurs même, on nous a signalé, donc il y a beaucoup de pluie à Kaolack, mais rien n'est encore signalé de grave. Pour l'instant même, on a pris les devants pour faire le sillonnage partout au niveau national. Peut-être à Touba, on nous a signalé des zones, donc la situation est tellement critique là-bas. Et c'est pour cela donc nous demandons aux autorités de prendre encore donc les choses en main. Mais avant d'en arriver aux solutions, on a eu écho à Kermassar, à Darussalam, si je ne m'abuse. Certaines voies sont envahies par les eaux pluviales. Effectivement, comme à Cité Sotra. Et cela n'est pas sans conséquence pour les riverains, mais également pour les commerçants qui s'activent dans la zone. Non, effectivement. Donc, peut-être quand je parle globalement. Mais aussi, on nous a signalé, comme au niveau de Cité Sotrak et au niveau de Bountendi, donc il y a des problèmes là-bas. Mais quand je parle, moi, la situation, je prends la situation globale. Donc, moi, parce qu'on a fait une T3, donc on a fait aussi d'autres sites au niveau de Kermassar, Kamilbas. Kamilbas qui était véritablement impacté par les inondations les années passées. Non, là, au niveau de Kamilbas, pour l'instant, la situation est bien maîtrisée. D'après les efforts que l'État a fait là-bas, donc dans le cadre du projet 2, avec l'ADM, très franchement, donc on a vu des avancements au niveau de Kamilbas. Mais comme le projet est très vaste, c'est un processus. Donc au niveau de Cité Sotrak, donc le projet n'est pas encore démarré là-bas, et d'autres sites. Donc au niveau de, comme tu as un peu à Djamveli, mais pour l'instant même, donc pour dire vrai, parce que nous les acteurs, notre rôle c'est d'aller voir la situation et assister les populations. Mais si on a vu des choses qui ne marchent pas, on dénonce et on interpelle l'autorité. Mais si aussi les choses vraiment est en nette amélioration, il faut eu le courage aussi de dire que donc on a vu des améliorations. Mais pour l'instant même, au niveau national, donc d'après les informations qu'on nous a données, donc on n'a pas encore vu donc quelque chose de très 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 grave par rapport aux années passées. Parce que pour dire vrai, la situation des inondations, c'est un phénomène naturel. Peut-être ce que nous déplorons, c'est les problèmes des promoteurs donc, qui construisent des terrassements dans certaines localités au niveau de la région de Dakar. Parce que la cause aujourd'hui des problèmes des inondations, moi je pense... Et le réseau d'assainissement qui fait souvent défaut dans certaines zones également. Effectivement, ça aussi c'est vrai. Il y a certaines zones qui font défaut d'assainissement. Mais au niveau d'Ndiagobar, donc nous remercions aussi l'ONAS qui a actuellement fait de l'excellent travail là-bas au niveau d'Ndiagobar. Donc aussi dans d'autres sites, comme je peux dire au niveau de Samsam 3, donc de Calassens, il y a un bassin de BK3 qui marche actuellement à 100%. Ce qui a vraiment soulagé beaucoup les populations au niveau de la commune de Diamaguène-Sikambao. Le dimanche passé, on a fait des reprofilage au niveau de Talimam Diara avec Dekel Sabor, décaper les zones et aussi continuer le curage. Et pour l'instant même, vraiment la situation est maîtrisée. Bien, je reviens à vous dans un instant, Abdou Samad Diouf. Pape Bouba Badiane, avez-vous fait le même constat? Oui, effectivement, on a fait le même constat parce que, comme je disais, il y a 2 ou 3 ans derrière, donc les habitants donc, de Kermassar et de Kermassar particulièrement vivaient donc des situations très très infernales. Tout le monde avait vu donc, ce qui se passait donc, à travers les médias.
même la population s'est déplacée, ou bien les experts qui venaient là-bas se déplacer avec donc, des Zodiacs pour faire le constat. Mais depuis qu'on a permis donc, à la population de Kermassar donc d'avoir donc de bénéficier donc de bassins. Un bassin on l'avait fait donc au niveau de la cité Camille-Basse. Donc à l'unité 3 et à l'unité 9, ça nous a vraiment permis donc de vivre donc ces situations donc moins difficiles. Donc on ne va pas dire que tout est rose, mais au moins on a senti vraiment un apaisement de la souffrance de toute cette population. Parce qu'avant les gens quittaient les maisons avec des meubles qui étaient donc vraiment datés, des voitures, tout ça. Heureusement maintenant, il y a des flaques d'eau, il y a des points d'eau dans les points bas. Mais à part ça, on n'a pas senti vraiment des situations très très infernales. À part ici, on est dans une zone où peut-être la nappe est proche et les gens ne pas donc vraiment donc, comment dirais-je, éradiquer donc les eaux donc des pots sceptiques. Qui amène donc un camion qui fait le vidange donc 2 fois dans une même journée, 2 fois à 3 fois à l'espace d'une semaine. Les postes sont encore pleins d'eau et commencent à ruisseler donc dans les rues. Et quand l'eau des postes donc ruisselle dans les rues et se mélange donc avec l'eau est stagnante donc dans les rues. Donc ça veut dire que donc c'est une source donc d'insécurité pour les maladies et autres. Donc c'est ça aussi, ça fait partie donc des problèmes que nous avons ici. Mais à part ça, le problème c'est qu'on manque peut-être de motopompes. Comme j'ai vu, il y a des points bas. Avant les gens quittaient leur maison pour aller s'abriter ailleurs. Mais maintenant, machallah, santé yàlla. Donc tout ça est réglé. Mais justement, comment expliquer cette situation aux ouvrages qui sont construits, aux ouvrages qui sont mis en place, ou bien aux pluies qui ne peuvent pas pour l'heure occasionner des inondations, parce qu'il faudra le souligner, on a observé une pause pluviométrique. Effectivement. C'est ce que j'ai dit. Les travaux qu'on a fait ici au niveau donc, de Kermassar, particulièrement dans notre zone, la zone de Kermassar 19, une de 3, une de 9, allant vers Yahay. Donc la situation est atténuante, franchement. Ça nous a vraiment apaisé donc les souffrances qu'on vivait avant. Parce qu'avant, comme je disais, les gens donc, étaient obligés donc, de laisser leur maison, donc de quitter leur maison avec leur famille pour aller donc s'habiter ailleurs. Mais tout ça est réglé maintenant. Peut-être qu'il y a des zones où, par exemple, l'eau est stagnante là-bas, pourquoi parce qu'il y a des poches d'eau. Et parfois, là aussi, je peux dire qu'il y a là une part de la responsabilité de la population qui met là-bas des gravats pour régler les problèmes des inondations autour de la maison. Pour avoir des passages. Et vraiment, on sait qu'aussi, plus les gens... Oui, responsabilité des populations. On peut souligner même le cas de Touba hier, avec ce sabotage sur les canaux d'évacuation des eaux pluviales. Ah bon? Oui, mais ce genre de situation, nous, on des tuyaux précisément à Touba qui ont été sabotés. Au niveau de Touba, donc peut-être, je n'étais pas au courant donc, de cette situation. Parce qu'il y a 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas, donc du temps de Moustapha Mbeng, on avait dit qu'on avait tué aussi des pneus qu'on avait mis donc, au niveau donc, des dépôts, sabotés, donc d'éradication des eaux. Mais je ne sais pas si, même si c'est avéré, je me dis que ces gens-là méritent d'être vraiment sanctionnés. Quoi. Parce que je me dis à quoi ça sert vraiment de boucher le passage de l'eau et vraiment impacter donc toute une population, tout un quartier. Mais nous, à notre niveau ici, à niveau de Kermassar ici, nous vivons pas cette situation. Cette année, la situation est moins infernale, donc les gens sont vraiment... Peut-être ce qui nous dérange un peu, parfois, quand les gens veulent aller au travail, parfois, ils sont obligés donc de passer dans le dos, ou bien porter donc des portes, bien passer donc tout le brick pour avoir un petit passage. Sinon, toutes les ruelles sont fondées donc de gravats pour aussi se tracer donc. C'est ça vraiment le problème qu'on a. À part ça, au niveau de la commune de Jaxaay Parcelles, au niveau de Lebougui qui n'est même plus dans la commune de Jaxaay Parcelles, qui est dans la commune de Sangalkam, si je ne me trompe pas. Mais là-bas aussi, le note est très proche. Et il y a toujours l'eau qui est stagnée là-bas. Et on est obligé, comme c'est en face d'une unité 19, unité 11, donc on est obligé donc, de tracer donc, un sillon pour permettre à ces eaux-là d'être drainées vers le bassin du fleuve. Parfois, ces eaux-là sont des eaux donc, un peu troublantes, sceptiques, quelque chose comme ça. Bien.
Oui, je reviens à vous, Pape Bouba Badiane. Abdou Samad Diouf, pour autant, doit-on dormir sur nos lauriers? L'année dernière, à la même période, il y a eu de fortes pluies qui ont occasionné des désagréments. Le mois d'août et le mois de septembre sont réputés être des mois où l'on reçoit de fortes pluies. Georges, avant de revenir sur cette question, donc je déplore la situation de Touba. Parce que je l'ai toujours répété, le problème des inondations, c'est un phénomène naturel qui fait mal à la population depuis des années. Et je pense que pour régler le problème aujourd'hui, il faut qu'on essaye d'unir nos forces et de travailler dans l'unité. Parce que aussi, le problème des inondations n'épargne personne. Si les gens sont en train de faire du sabotage, vraiment, c'est pas du tout bien donc pour la population. Parce qu'aujourd'hui, on a un seul combat, c'est pour faire face à cette situation. Essayer d'unir nos forces ensemble, je pense que c'est la meilleure des choses, c'est de vivre dans la concorde. Mais je pense aujourd'hui, s'il y a des gens, vraiment, l'État est en train de faire des efforts et les gens sont à l'autre côté de faire du sabotage, c'est pas bon, vraiment, c'est pas du tout bon. Et vraiment, il faut qu'on ouvre une enquête et de sanctionner les auteurs qui ont fait ça. Après ça, pour l'instant même, donc, c'est pas bon, je ne peux pas garantir, parce que la quantité pluviométrique, on ne peut pas donc dire que oui, cette année, mais d'après les prévisions, il y aura beaucoup d'eau cette année, d'après les prévisions. Mais pour l'instant, donc, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de prendre à bras le corps la situation, de préparer à créer des plans de contingence. Parce que nous, les acteurs, nous sommes bien organisés cette année-ci. Donc, on a mis des motopompes de part et d'autre dans les autres zones au niveau de la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao. Parce que je parle dans la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao, il y a plus de 7,3 km². Mais pratiquement toutes les grandes artères de la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao, les points bas, on a mis des motopompes de 400 mètres cubes par heure, des motopompes de 300 et des motopompes de 150 pour préparer. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs, leur rôle, c'est quoi? C'est d'assister. Leur rôle, c'est quoi? C'est prévenir. Leur rôle, c'est quoi? C'est de collaborer en parfaite collaboration avec l'État du Sénégal. Mais pour l'instant même, je ne peux pas garantir à 100%, mais je pense bien que si la pluie tombe aujourd'hui, on a pris tous les dispositifs pour prendre les choses en main et aussi d'évacuer les choses. Parce que là, les mois derniers, on a fait des systèmes gravitaires partout, de faire des drainages, de faire des cuirages, aussi de secoudrage des bassins, et tout ça, vraiment, ça fait du bien à la population. D'après les pluies tombées, les jours à passer, donc on a vu vraiment des avancements, et je pense bien que vraiment, donc ça fait du bien à la population, et je prends la population en témoin. Parce que quand je parle des inondations, je parle en parfaite connaissance de cause. Parce que si les choses ne marchent pas, non, on dit non. Mais si ça marche vraiment, on a eu le courage de dire que pour l'instant même, la situation est bien maîtrisée. Pourvu que ce soit encore bien maîtrisé, Abdou Samad Diouf, coordinateur de la plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations. Merci beaucoup, Pape Bouba Badiane. Êtes-vous autant optimiste que Abdou Samad Diouf, ou bien il faudra encore anticiper? Oui, je salue de passage celui que Abdou Samad, c'est aussi pour le travail qui est en train de concentrer contre les inondations. Oui, moi je suis en phase avec lui. Hein. Moi je me dis que peut-être il fut des temps où nous on était de notre côté, où on était vraiment des combattants, si je puis dire ainsi, avec le fait des inondations. Donc on a toujours eu l'idée et l'occasion de dénigrer, de parler, de dénoncer, jusqu'à ce que nous puissions avoir bénéficié de ces bassins qui ont vraiment contribué à l'apaisement des souffrances de la population. Ça, c'est un avantage. Et je me dis que quand tu dénonces une chose et que la personne fait des efforts, et ces efforts-là, il faut les saluer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment-là. Pas plus tard qu'hier, avec le collégief dont je suis membre actif dans le exécutif. Hier, on faisait un nettoiement du bassin pour enlever toutes ces plantes qui étaient en train de gagner du terrain et qui pouvaient être source d'insécurité pour la population. Et pour essayer aussi de sabler le bassin pour que les tuyaux ne puissent pas être bouchés. Et nous avons grand espoir que d'ici quelques années, Inch'Allah, les problèmes des inondations seront peut-être vieilles souvenirs. Ou bien en tout cas ça va mieux diminuer. Donc ça, nous le pensons vraiment. Et à ce moment même où je vous parle, dans mon quartier, quand je suis chez moi, les gens sont là, ils sont en train de mettre les tuyaux dans les quartiers, pour l'assainissement des quartiers. Ils sont en train de mettre des pavés dans les quartiers. Et ça aussi, je me dis que ce sont des actes positifs que les gens doivent avoir
l'habitude de saluer. Je me dis que quand on mettra donc les pavés, donc ça permettra aussi à l'eau aussi de plus prendre donc correctement donc son chemin pour aller donc vers le bassin. Et ça, c'est un geste à saluer. Peut-être si j'ai quelque chose à demander, peut-être les équipes de l'ADM vont m'entendre bien de c'est au niveau de la cité donc libre dont je parlais tout à l'heure, à côté il y a le lycée de Diakhaï. Et le lycée de Diakhaï, c'est le seul lycée que la commune de Diakhaï Parcelles abrite en ce moment-là. Et durant l'hivernage, durant l'année scolaire, les élèves ont des problèmes donc à accéder donc au niveau du lycée. Tout c'est pas simplement parce que même les 9 mois du coup, l'eau est toujours stagnante là-bas. La mairie fait des efforts, le lycée fait des efforts, mais elle n'arrive pas donc à régler ce problème. Et j'en profite donc pour lancer un appel donc au ministre étatique, le ministère donc en charge des inondations. Oui, et le ministère chargé des inondations, vraiment de trouver donc des solutions idoines, pérennes, donc pour régler vraiment une bonne fois donc le problème donc des inondations au niveau de la commune et plus particulièrement au niveau du lycée. C'est vraiment qu'on fasse un lycée donc digne de ce nom, parce que le lycée de Diakhaï n'est vraiment pas un lycée. Merci. Si vous faites donc la part des choses par rapport au lycée de la zone de recasement et les autres lycées, on voit que le lycée de Diakhaï est laissé en rade. Et je crois que les élèves qui sont là sont de bons élèves, qui ont à chaque fois qui font partie donc des meilleurs lycées au niveau donc du département et au niveau même de la capitale de Dakar. Sans doute les autorités sont en train de vous entendre, Pape Bouba Badiane, qu'ils vont apporter une solution aux problèmes que vous évoquez là. Merci en tous les cas d'avoir participé à Point de Vue. Vous êtes le coordinateur du collectif Eau Inondation et cette information, l'effondrement d'une maison à la sortie 9 de l'autoroute à péage près du magasin Auchan Mbao. Il y aurait 4 personnes à l'intérieur, l'on y reviendra. Merci à Laminso qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à Yacine Pouy à la digitalisation, Abdoulaye Diop à la production. Merci à toute la rédaction. 13h, le journal en Wolof avec Fama Dione. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous.